C'est l'endroit à rêver, je crois, la chapelle de la Commanderie, pour donc vous présenter aujourd'hui dans cette conférence une synthèse, ou en tout cas un bilan donc de l'ensemble des observations archéologiques réalisées depuis maintenant 30 ans sur donc, la Commanderie, en insistant essentiellement sur les découvertes des 10 dernières années qui ont profondément renouvelé notre vision de la Commanderie, de ces bâtiments et de leur chronologie. Alors, on va commencer classiquement avec évidemment les données historiques, surtout pour vous rappeler classiquement que l'implantation humaine à Avaleur et dans ses alentours préexiste évidemment au Moyen-Âge et à la venue des Templiers. On connaît notamment un éperon barré remontant sans doute peut-être au néolithique moyen et probablement encore utilisé durant les âges des métaux, qui domine le Val-Verrières et la Seine au nord. Donc voilà, cet éperon barré, vous l'avez ici. Ce sont des petites levées de terre, j'espère que vous les voyez. C'est assez diffus, mais on les voit encore très bien sous le couvert forestier, donc dans le massif derrière nous. Pour ce qui est du Moyen-Âge, nous savons, dans un règlement de Charles Le Chauve du milieu du IXe siècle, à propos de la délimitation des doyennés du diocèse de Langres, le doyenné étant donc une sous-division d'un diocèse, il y a des problèmes de limite entre ces doyennés. Et donc, Charles Le Chauve fait une liste. Chaque doyenné a tant de paroisses. Et donc, on apprend que dans la doyennée de Bar-sur-Seine, il y a 48 paroisses, la 46e étant Avaloriae, assimilée donc à l'Avaleur contemporain. Les seigneurs d'Avaleur sont également mentionnés dès la fin du XIe siècle, dès les années 1070, dans le cartulaire de Molesme, et ce sont des seigneurs que l'on suit ensuite régulièrement tout au long du XIIe siècle, à nouveau dans des chartes de donation concernant Molesme, donc l'abbaye de Molesme se situe désormais dans l'Yonne, mais aussi pour les abbayes cisterciennes de Clairvaux ou de Maure, abbaye qui est non loin puisqu'elle se situe, elle est détruite, elle se situe sur la commune de Celles-sur-Ourse. Le lieu de résidence de ces seigneurs n'est pas connu. On connaît en revanche une fortification médiévale dans les bois, donc toujours derrière nous, fortification, ceci dit, sans doute trop petite pour être définie comme une motte castrale, mais qui pouvait accueillir probablement une tour de guet pour surveiller le passage naturel que représente le vallon de Verrières que vous avez ici, vraiment un couloir naturel depuis la vallée jusqu'au plateau, et vous le voyez, la petite fortification est ici, une fortification qui s'appuie donc sur le relief du coteau du Val-Verrières, avec, vous devinez, voilà, deux enceintes concentriques, c'est le fossé et la levée de terre, mais je disais trop petite, je crois qu'il n'y a que 1500 mètres carrés à l'intérieur, donc vous voyez, c'est quand même voilà, trop étroit pour la résidence d'un seigneur. On devine également ici, à l'intersection avec le Val Barthélemy, je ne sais pas si vous le voyez bien, des reliefs un peu diffus. Ce sont les anciennes carrières, les frontailles érodées, anciennes carrières qui ont servi à construire ici la chapelle et les bâtiments de la commanderie. Pour ce qui est des Templiers eux-mêmes, je ne reviendrai pas en détail sur la création de cet ordre nouveau. Donc, rappelons simplement que la naissance de l'ordre du Temple est intimement liée au comté de Champagne, évidemment, par l'origine de l'un de ses fondateurs, Hugues de Pint, se situant donc à quelques kilomètres au nord-ouest de Troyes, par l'autorité morale donnée par Bernard de Clairvaux, auquel Hugues de Pint est par ailleurs apparenté, par le soutien affiché des Grandes Champagnes, à commencer évidemment par le comte lui-même, Hugues de Pint étant un de ses familiers, et le comte se fera évidemment templier à la fin de sa vie. C'est également au concile tenu à Troyes que le nouvel ordre est approuvé en janvier 1129. Auparavant, Bernard de Clairvaux avait rédigé son éloge de la nouvelle chevalerie, ouvrant la voie à la justification de la figure du moine soldat. Venons-en donc aux Templiers à Avaleur même. La date de fondation exacte de la commanderie semble se situer à la fin du XIIe siècle. Nous connaissons une première mention dès 1142 dans une bulle du pape Innocent II qui recommande à l'évêque de Langres la protection des biens du temple dans son diocèse, dont des terres à Valuré, que l'on identifie désormais à Avaleur. On l'a longtemps identifié avec une commune en Haute-Marne.
D'après une tradition locale, la commanderie d'Avaleur aurait été fondée par les comtes de Bar-sur-Seine en 1167. Or, ce texte, cité par l'historien de Bar-sur-Seine, Lucien Coutan, au milieu du XIXe siècle, ne figure dans aucune compilation conservée, dit dans aucun texte original, y compris donc dans les compilations citées par Coutan lui-même. En revanche, si l'on se fie au vocabulaire des chartres, on peut sans doute préciser l'institution, la création vraiment de cette commanderie. En effet, dans un texte de 1172, un seigneur, Évrard de Polizeau, donne encore des terres à Dieu et au temple. En revanche, dès 1173, l'année suivante, plusieurs seigneurs font plusieurs dons de terres et de droits, et cette fois, ils donnent à Dieu et aux frères templiers d'Avaleur. C'est pour les historiens la caractéristique du fait que la commanderie est vraiment instituée, créée cette fois, et que les templiers résident enfin à Avaleur même. On sait que les donations sont ensuite nombreuses, évidemment, tout au long du XIIIe siècle. Des textes plus tardifs sous les Hospitaliers nous apprennent que le domaine de la baillie d'Avaleur, la maison mère d'Avaleur, qui donc a des terres dans les alentours, mais qui aussi préside finalement à des maisons secondaires. Donc cette baillie d'Avaleur comprend un domaine, vous le voyez, très étendu, 880 hectares de forêt, 650 hectares de terres agricoles et un cheptel de 8151 agneaux. Des documents également plus tardifs, notamment des XVIIe et surtout XVIIIe siècles, sont très précieux pour nous, puisqu'ils, notamment, ce sont des comptes rendus de visite qui nous permettent de mieux connaître les bâtiments et notamment la destination de chaque pièce. On aura l'occasion d'en reparler. Il convient enfin d'évoquer le plan terrier de Jean Frénois, daté de 1695, conservé aux archives départementales de l'Aube, pardon. Vous l'avez ici à l'écran. Donc on voit le hameau complet d'Avaleur, l'ancienne route venant de Bar-sur-Seine. Et puis vous avez la légende ici sur la gauche. Donc ce plan terrier nous donne à voir également la disposition des bâtiments de la commanderie. Et si l'on fait la comparaison avec le cadastre de 1836, vous voyez qu'on reconnaît quand même assez aisément la chapelle où nous sommes ici, surmontée d'une croix. On devine très bien le corps de logis occidental qui se trouve derrière vous, donc qui a été restauré. L'aile sud, ici, encore en élévation. Alors on trouve une tour ici, on l'a encore sur le cadastre de 1836. Elle a dû être détruite très peu de temps après, et on sait qu'elle servait de prison sous les Hospitaliers. On retrouve également la porte fortifiée. Alors vous voyez, il n'y a qu'une seule tour qui est figurée sur le plan terrier, alors que la seule tour finalement qui n'est pas figurée, c'est celle qui est encore en élévation. C'est donc un document qui est juste dans ses grandes lignes, sans doute beaucoup moins juste, en tout cas dans les détails. On devine ici une grange monumentale, au moins 3 nefs, qui se trouve probablement dans les pâtures, ici au nord de la commanderie, également détruite en 1836. Enfin, dernier bâtiment, vous le voyez ici, ce que l'on appelle l'aile nord, donc un bâtiment qui a été construit et qui relie le corps de logis quasiment jusqu'à la chapelle. On devine une porte charretière ici, et vous le voyez, cette aile nord a été détruite déjà en 1836. Très rapidement, voilà, quelques dessins également du 19e siècle, notamment des très beaux dessins de Fichot du milieu du 19e siècle qui nous donnent là aussi à voir un peu l'état des bâtiments à ce moment-là. Merci. Pour ce qui est donc des recherches archéologiques, cela fait finalement 30 ans donc, que des recherches sont réalisées sur Avaleur pour une superficie cumulée de 865 mètres carrés, ce qui en fait clairement l'une des commanderies les mieux connues de France de ce point de vue archéologique, si ce n'est la mieux connue, avec à la fois donc, de l'archéologie du sol, de ce qu'on appelle l'archéologie sédimentaire, mais aussi de l'archéologie sur le bâti, puisque nous avons pu étudier le corps de logis et d'autres bâtiments sont encore à étudier dans les semaines à venir. Alors, la première véritable fouille d'ampleur est le fait de François Gillet, à partir de 1993, dans ce qui est alors la cave de son logis, sous l'aile sud actuelle donc. La hauteur sous voûte de cette cave était alors anormalement basse et la présence d'une poulie en bois suggérait l'existence d'un puits. Ce ne sont pas moins de 2 mètres de remblai qui ont dû être évacués, vous le voyez sur la coupe.
Et si des aménagements récents ont probablement détruit les niveaux médiévaux, vous le voyez ici, les fosses et le mur, probablement des ancrages pour des cuves, sans doute en lien avec l'exploitation viticole que va devenir la commanderie après la Révolution, après la vente des biens nationaux. On aura l'occasion d'en reparler notamment à la fin de cette conférence. Mais vous voyez en revanche dans le tiers sud-ouest, beaucoup de céramiques sont conservées dans une couche assez organique et notamment des céramiques complètes. On ne s'explique pas dans le détail comment ça a pu arriver dans un aussi bon état de conservation, mais voilà, mêlé aussi à un mobilier métallique assez abondant, c'est une découverte assez extraordinaire. On en vient à des fouilles réalisées cette fois plutôt dans un contexte préventif, donc notamment en 1998, le suivi de la mise en place du réseau d'eau pluviale autour de la chapelle, réalisé donc par l'AFAN, l'ancêtre de l'INRAP, sous la direction de Geert Verbrugge. Cette surveillance de travaux avait permis de retrouver de nombreuses maçonneries entourant l'édifice. C'est tous les petits blocs noirs que vous avez ici à l'image. Alors évidemment, c'est une fenêtre d'observation extrêmement étroite, une surveillance de travaux. Donc il y a beaucoup de morceaux de maçonnerie dont on s'explique mal la destination. En revanche, vous le voyez, on a quand même quelques maçonneries qui vont marcher avec des éléments qu'on a pu retrouver lors des fouilles programmées récentes, et notamment le mur ici, qui est interprété alors comme le mur Goutreau, le mur Pignon, pardon, de l'aile nord détruite. La découverte principale reste cependant celle de plusieurs sépultures le long du mur Goutreau nord. 14 individus ont pu être dégagés à l'époque, dont 9 enfants et 5 adultes. C'est ce que vous avez donc sur l'image de gauche. La présence d'individus des deux sexes, d'enfants de plusieurs classes d'âge, depuis des tout petits, en passant par les périnataux jusqu'à des enfants de 7-9 ans, renvoie clairement à l'image d'un cimetière paroissial et non à celui d'un cimetière monastique. La datation est d'ailleurs finalement assez récente. Quelques tessons à l'époque permettent sans doute de dater ces sépultures plutôt du XVIe siècle. En 2000, déjà dans le cadre d'une mise en valeur des bâtiments conservés, une analyse du bâti a été commandée par les monuments historiques et réalisée par notre collègue Stéphane Venot. Il avait alors pu déduire que le corps de logis d'origine était encore en grande partie conservé. Auparavant, on pensait que seules les caves datées du bâtiment templier, on s'aperçoit grâce à l'étude de Stéphane Venot, vous l'avez ici avec quelques relevés, avec des maçonneries extrêmement régulières, très similaires à ce que l'on a ici par exemple pour la chapelle, que finalement il y a sans doute beaucoup plus à comprendre de ce premier bâtiment templier. En revanche, les travaux postérieurs sont attribués dans leur totalité alors à Jean de Choiseul, commandeur au début du XVIe siècle en raison des armoiries sculptées présents en plusieurs endroits. On arrive à 2012-2013, donc les recherches vraiment des 10 dernières années, avec notamment dans le cadre des colloques qui ont accompagné l'exposition sur les Templiers réalisés par le Conseil départemental de l'Aube. Cédric, alors, avait pu réaliser une première synthèse publiée en 2013, proposant de nombreuses hypothèses qui ont pu être confirmées par la suite. Dès l'année suivante, en 2014, déjà dans la perspective d'une ouverture au public, d'une mise en valeur et peut-être déjà d'une fouille programmée, le conseil départemental avait fait réaliser un diagnostic sur l'ensemble donc de la cour autour de la chapelle. Au nord, ce sont uniquement des vestiges contemporains qui ont pu être mis au jour. Vous avez ici par exemple une canalisation du XIXe siècle en lien donc avec des bâtiments agricoles 19e et essentiellement début du XXe siècle. En revanche, nous avions pu retrouver quelques sépultures au nord de la chapelle, c'est ce que vous avez ici sur l'image centrale, et notamment, alors uniquement des adultes cette fois, et quelques ossements avaient pu être datés par radiocarbone, confirmant la datation moderne de ce cimetière, la datation radiocarbone étant centrée là sur le XVIe siècle et même la première moitié du XVIIe. En revanche, dans le secteur donc à l'ouest de la chapelle et au sud de la chapelle, nous avions pu retrouver des maçonneries. C'est finalement les deux secteurs qui ont concentré les fouilles programmées entre 2021 et 2023.
Entre 2015 et 2017, nous avons eu la chance, avec Cédric, de pouvoir suivre la restauration donc, du corps de logis, racheté par le conseil départemental de l'Aube, restauration sous la direction de l'architecte de Bar-sur-Seine, Daniel Juvenel. Nous avons alors confirmé la grande préservation du bâtiment templier d'origine, finalement, notamment dans les 2 pièces méridionales, depuis donc les caves jusqu'à la charpente, finalement. Les différentes extensions vers le nord ont également pu être détaillées, et c'est donc au moins 3 campagnes de construction qui ont pu être comprises. Cédric qui reviendra ensuite en détail. Enfin, donc, une fouille programmée a été cofinancée par l'INRAP et le conseil départemental entre 2019, année probatoire, et 2023. La fouille s'est terminée début juillet pour ce qui est de la campagne de cette année. Donc vous comprendrez que les résultats sont quand même encore partiels. Tout n'a pas été étudié. C'est pour ça que je parlais de bilan plus que de synthèse. Alors pour ce qui est finalement de cette fouille programmée, on a eu la chance, l'année dernière et cette année, d'avoir découvert un bâtiment qui est peut-être antérieur à l'implantation templière dans le secteur, donc à l'ouest de la chapelle, juste derrière vous, entre la chapelle et le corps de logis. Ce sont des maçonneries extrêmement larges, le mur 174 que l'on devine ici, avec le mur pignon 176, et on a à nouveau le retour 177, vous le voyez sur l'image de droite, des murs très larges, entre 1,70 m et 2 m de large donc. Ce sont des murs à double parement avec blocage interne, assez classique pour le Moyen-Âge, avec des calcaires locaux, parfois d'un très fort module. Vous le voyez par exemple ici sur le parement du mur 177. Et on a pu comprendre cette année que ces murs, finalement, passaient vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien les lignes rouges sur l'image, ce mur, notamment ici 174, passe vraiment sous les fondations qui, elles, se rattachent finalement à l'aile nord. Donc on a vraiment un bâtiment antérieur. À quoi peut correspondre un bâtiment comme ça, donc un bâtiment finalement avec des maçonneries très larges, sans contrefort, antérieur sans doute donc à l'implantation templière, donc antérieur à la fin du XIIe siècle. Finalement, les meilleures comparaisons, ce sont des bâtiments fortifiés castraux. Nous avons notamment ici, à l'image, donc le bâtiment de Rochheim en Alsace. Vous voyez, c'est vraiment un site castral sur un éperon, entouré d'une enceinte. Et ici, peut-être encore plus pertinent, le bâtiment de Chavaux, sur la motte de Chavaux à Montfélix. Nous sommes à côté d'Épernay, et c'est un château des comtes de Champagne. Alors, les ouvrages que vous avez ici à l'image sont évidemment un peu plus grands que le bâtiment que nous avons ici, nous en fouille, et dont on n'a pas le plan complet. Le bâtiment ici en fouille, c'est à minima 11,50 m de long sur 8,50 m de large, hors tout. À Rochheim, nous sommes à 18,60 m sur 11 mètres et 16 mètres sur 11 à Chavaux. Vous voyez des bâtiments un peu plus imposants. Évidemment, comte de Champagne, seigneur d'Avaleur, il y a sans doute aussi une différence à avoir dans la taille des résidences seigneuriales. En revanche, pour ce qui est de la largeur des murs, c'est tout à fait comparable. Nous sommes à 2 mètres à Rochheim, donc sur l'image de gauche, et 1,65 m à Chavaux. On sait, par des textes beaucoup plus récents, donc là aussi il faut encore consolider les données historiques, c'est un petit peu comme le texte de 1167, mais un texte du XVIIe siècle nous dit que la personne qui écrit dit qu'elle a vu un texte remontant à 1204 où le seigneur d'Avaleur donne une partie de sa seigneurie aux Templiers. On est juste avant la construction du premier bâtiment templier conservé, la chapelle où nous sommes. Cédric va vous en parler dans un instant. On peut donc se demander si effectivement nous ne sommes pas sur la résidence du seigneur d'Avaleur qui aurait été entièrement arasée par les Templiers pour installer leur propre construction. Merci. Bien. Nous allons donc débuter par la chapelle. Vous aurez d'ailleurs toute la latitude de pouvoir observer ce dont je vous parlerai assez rapidement. La chapelle a fait l'objet d'études, notamment des enduits peints par Matei Lazarescu
en 1998 et a donné lieu à un mémoire universitaire par Kathleen Ducas sur l'année universitaire 2004-2005 qui portait notamment sur la charpente. Assurément, la chapelle est c'est le bâtiment qui frappe l'attention sur la vue aérienne qui se trouve ici. On ne peut passer à côté. Par ailleurs, c'est un bâtiment remarquable de l'abbaye puisqu'elle est dans un état de conservation exceptionnel. Elle a peu souffert des outrages du temps. Il y a transformées en grange, donc il y a quelques portes, mais qui finalement ont été rebouchées de manière suffisamment subtile pour qu'elle soit assez peu visible. Et on a donc un bâtiment très homogène qui a été daté par dendrochronologie, par des prélèvements réalisés sur la charpente par Willy Tegel, et qui donne une période de construction, enfin plutôt d'abattage des bois. On sait qu'au Moyen-Âge, la construction intervient très rapidement après l'abattage des bois, il y a à peine une année en règle générale. Donc une période d'abattage qui est située entre 1190 et 1210. Donc on est sur la transition entre les 12e et 13e siècles. Vincent, va intervenir dans les semaines qui viennent sur la chapelle pour faire une étude du bâti. Des travaux sont engagés pour, là encore, repérer les enduits peints. Donc il y a une actualité autour de cette chapelle. En attendant ces nouveaux résultats, je me contenterai d'une description assez rapide de la chapelle. C'est donc un bâtiment de plan rectangulaire, donc à chevet plat, qui, comme toutes les églises et les chapelles, ouvre côté ouest, et la porte donne dans la cour actuelle de la commanderie. À l'extérieur, on note une alternance de 12 contreforts qui viennent renforcer les murs. 12 baies élancées donnent du jour dans cette chapelle, et parmi ces 12 baies, vous avez le triplet. Donc ces 3 fenêtres qui ouvrent vers l'est et qui se situent donc dans notre dos. C'est une chapelle à nef unique qui se développe sur 19,70 mètres de long à l'intérieur et sur 6,20 mètres. Elle est subdivisée en 2 travées dans lesquelles vous vous trouvez, plus une 3e travée qui sert de chœur où on se trouve avec Vincent. Les voûtes sont à croisée d'ogives. Les arcs ogivaux retombent sur des culots engagés. J'aurais dû prendre le pointeur. Et voilà pour cette description assez rapide. Les maçonneries d'origine consistent en un petit appareil de pierre locale qui est également celui qui est mis en œuvre dans les parties 13e du corps de logis. Les sondages donc, de Mattei Lazarescu ont révélé un décor important, bien conservé sous l'enduit blanc qui masque ces décors, avec des éléments un décor donc de faux appareils. Donc on a des pierres qui ont été dessinées sur fond ocre avec des joints blancs. Et puis au niveau des ouvertures, des fenêtres, les culots, toutes les voûtes sont elles aussi entièrement décorées. La chapelle est un élément essentiel dans une maison du temple. Les templiers sont des moines. Ils sont astreints à assister aux offices religieux et à consacrer une partie de leur temps à la prière. Voilà pour la chapelle. Nous allons ressortir virtuellement cette fois-ci. Et je pense que certains d'entre vous ont pu suivre la visite du corps de logis, qui est donc ce 3e bâtiment qui est conservé. Donc cette aile occidentale de
la commanderie se compose de 3 blocs distincts. Donc là, vous avez les élévations, enfin, la partie en élévation, le plan en élévation, pardon, réalisé par Monsieur Juvenel. Et puis ici, vous avez donc le plan avec un premier bloc donc, qui est ceint de ce trait jaune qui correspond au premier état du corps de logis, une première extension de la fin du XVe siècle en vert, et la dernière partie, cette dernière extension qui date du milieu du XVIe siècle. Le bâtiment d'origine donc se compose de 2 caves, d'un rez-de-chaussée et à l'origine d'un premier étage. Je reviendrai dessus sur la répartition des différents niveaux. En l'état, le corps de logis à l'heure actuelle mesure 36 mètres de long pour une largeur de pratiquement 9 mètres et une hauteur hors cave de 10 mètres. Dans le cadre de l'étude que nous avons réalisée avec Vincent, nous avons pu effectuer le relevé de la quasi-intégralité des maçonneries, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là, vous avez juste un petit aperçu. Donc des relevés orthophotographiques à l'échelle et sur lesquels nous avons ensuite pu appliquer, là, alors c'est pas toujours, le choix des couleurs n'est pas toujours très agréable à l'œil au final, mais on a ensuite plaqué sur les différentes parties les différents états de construction. Le premier état étant représenté en orange, donc vous pouvez voir ici sur le mur occidental, celui que vous voyez en arrivant sur le site, comme sur le mur oriental, une part importante de maçonnerie de ce premier état, et on retrouve la division en blocs, avec le premier bloc que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, le deuxième et le troisième bloc. Ici se trouvent les différents murs de refend, donc les murs qui sont perpendiculaires à ces murs gouttereaux, et là encore, dans les refends, une part importante de maçonnerie attribuable au premier état du corps de logis, avec par ici, puisque c'est une partie qui n'est pas accessible, la descente de cave pour accéder aux 2 pièces souterraines du corps de logis. Nous avons pu observer, alors je vais peut-être revenir en arrière, un certain nombre d'ouvertures qui étaient masquées par les différents enduits qui permettent d'accéder depuis l'intérieur, depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Donc on avait ici une baie, une porte qui était entièrement masquée, et on a pu aussi découvrir un certain nombre de portes permettant une circulation interne. Manque la question de la circulation entre les 2 niveaux, le rez-de-chaussée et le premier étage. De ce premier étage subsiste, donc on se trouve ici dans la pièce 5, subsiste un décor peint. Donc là encore, on a un décor de pierre de faux appareils, les joints étant matérialisés par deux traits rouges, et à l'intérieur des blocs de pierre ainsi matérialisés, un décor de fleurettes rouges réalisé au pochoir. C'est un décor qu'on le retrouve sur l'ensemble du territoire de la France actuelle, et qui est pour l'instant daté de la fin du XIIIe siècle au début du XIVe siècle. Donc c'est un décor qui serait mis en place après la construction dans un second temps. Je vous parlais des différents niveaux. Donc vous avez ici le relevé du mur qui se trouve ici. Donc on est dans la pièce du rez-de-chaussée avec l'entièreté du mur en rouge. Nous avons représenté les différents ressorts. Donc dans la maçonnerie, il y a 2 ressorts. Il y a des pierres, il y a une maçonnerie qui est un peu plus large, qui est saillante,
et qui nous permet d'envisager que cette partie en ressaut saillante permettait de recevoir les lambourdes et les poutres des planchers. Donc ici, un premier niveau qui se trouve une quarantaine de centimètres au-dessus du niveau du sol actuel. Vous avez ici le sol actuel et un autre ressaut qui se trouve pratiquement 1,50 m au-dessus. Nouveau ressaut qui correspond par ailleurs à la fin de l'enduit peint et qui doit correspondre à donc au sol de ce premier étage. Ainsi, le rez-de-chaussée se trouverait avec un plafond situé à 5 mètres de hauteur, et donc on peut envisager l'hypothèse d'un deuxième étage, enfin d'un deuxième niveau, donc du premier étage, avec une hauteur sous plafond de 3 mètres, ce qui fait que par rapport à la hauteur du bâtiment actuel, il faut envisager un comble qui se trouverait beaucoup plus haut. Donc c'est un bâtiment qui serait beaucoup plus élevé. Je vais repasser la main à Vincent pour l'aile sud. Merci. Oui, juste pour préciser peut-être, donc si on restitue ces niveaux-là, le corps de logis serait finalement à 10 ou 15 cm près, de même hauteur que la chapelle. On envisage donc par analogie avec la datation donc de 1210 plus ou moins 10 ans de la charpente de la chapelle, à une campagne de construction, un véritable programme de construction templier pour cette commanderie, c'est-à-dire un même un même élan constructif pour la chapelle, le corps de logis et sans doute aussi l'aile sud. Vous avez ici notamment des maçonneries en grisé. Alors cette aile sud va faire l'objet justement d'une analyse à partir de la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc, vous voyez, c'est encore à découvrir, mais on a clairement là des maçonneries, mise en œuvre des pierres, la provenance des blocs, le mortier sans doute, la provenance évidemment la taille elle-même des petits moellons, quelque chose qui est très similaire à ce que l'on a ici dans la chapelle ou dans le corps de logis d'origine templière. Voilà, quelques images également de la cave, celle fouillée par François Gillet en 1993. Vous voyez, on a là aussi un appareil extrêmement régulier. On retrouve exactement le même, par exemple, dans le corps de logis. Pour ce qui est donc du dernier bâtiment templier, celui-là qui n'est plus en élévation, c'est donc un bâtiment que nous avons pu identifié lors du diagnostic de 2014, qui n'apparaît jamais dans les documents médiévaux et modernes, et qui donc a été fouillé au sud de la chapelle, notamment dans la partie occidentale de notre secteur de fouille. C'est le bâtiment que vous avez ici. Donc, comme vous le voyez, ce qui reste de ce bâtiment demeure évidemment incomplet, et la stratigraphie conservée est finalement assez peu développée. Vous l'avez sur l'image de gauche. Nous avons tout de même pu restituer sa longueur complète par la découverte notamment de 2 retours d'angle ici, soit donc une longueur hors tout de 15 mètres pour une largeur d'environ 7,85 m, soit une emprise au sol donc de 118 mètres carrés, 80 mètres carrés environ de surface interne. Pour ce qui est de la largeur, nous pouvons en être assurés uniquement côté sud du bâtiment, sur environ 2 mètres de long. Vous le voyez avec le mur 202 ici, le reste ayant été totalement récupéré dans ce secteur-là. Il n'y a plus que des niveaux là vraiment modernes, 17e voire même 18e siècle. Alors, ce qui est intéressant avec ce bâtiment, c'est la découverte que nous avons fait cette année avec, dans l'angle sud-est de cet édifice, la découverte d'un foyer monumental pour une cheminée, donc foyer de 2,85 m sur 2 mètres. Donc, vous voyez 5,70 mètres carrés au sol, une très grande cheminée, nous autorisant à identifier ce bâtiment probablement comme la cuisine de la commanderie. Donc ce foyer se matérialise par des blocs calcaires posés à plat, avec, vous le voyez, des tuiles plates ici, et vous devinez sans doute ici une reprise, un deuxième état. Généralement, les cheminées sont réduites au fil du temps. On a donc au moins 2 états d'utilisation de cette cheminée. Si je reviens sur le plan antérieur, vous le voyez, on a notamment donc une cuisine qui doit sans doute se développer ici
dans la partie plutôt sud de ce bâtiment. La partie nord, là où il y a effectivement moins d'éléments conservés, c'est peut-être parce qu'il n'y avait tout simplement pas beaucoup d'éléments. On peut se demander si on n'a pas le réfectoire ici de la commanderie qui jouxterait la cuisine. Ce serait finalement assez logique, mais là encore, c'est vraiment des hypothèses. On n'a pas de preuves positives. La date également de ce bâtiment, évidemment, est sujette à caution. En tout cas, elle ne peut pas être déduite du mobilier archéologique retrouvé, puisque seul du mobilier provenant de sa démolition a été retrouvé. En revanche, le fait qu'une canalisation récupérant l'eau de pluie du toit de ce bâtiment, ce que vous avez sur l'image ici, donc il faut imaginer une gouttière située verticalement le long du mur ici, partant dans la canalisation. Cette canalisation, on la retrouve, vous le verrez sur le petit panneau devant la citerne, elle se dirige vers la citerne et c'est le seul point d'eau de la commanderie. Donc là aussi, toujours dans cette idée de programme architectural, donc de construction d'un même élan, on peut supposer que la citerne a même été sans doute un des bâtiments construits en premier, là aussi sans doute au début du XIIIe siècle. On a également trouvé, mais je ne suis pas sûr que ça rentre bien à l'image, on a un fourreau ici dans le retour d'angle, ce qui fait qu'il faut imaginer une deuxième gouttière descendant ici et se dirigeant également vers la canalisation. On possède aussi le plan des canalisations se dirigeant vers le corps de bâtiment templier. Donc vous voyez là aussi, tout a été pensé en même temps, bâtiment, citerne, canalisation, etc. Très rapidement, la question de la clôture de la commanderie, pour ce qui est en tout cas généralement du nord de la France, les commanderies templières ne sont pour ainsi dire jamais fortifiées, ce sont des clôtures mais pas des enceintes, donc des clôtures essentiellement pour séparer les moines de l'extérieur, du monde laïque, et évidemment pour matérialiser aussi la propriété des Templiers. Et vous le voyez, on a eu la chance de retrouver ici, donc nous sommes à l'est de notre secteur de fouilles au sud de la chapelle, ici, et nous avons la chance d'avoir retrouvé ce mur là aussi, à double parement, avec blocage interne, avec un mortier ocre, ce que l'on retrouve régulièrement donc pour les bâtiments templiers puis hospitaliers. Et vous voyez, on a ici sans doute un contrefort. Alors, il est un peu décalé, mais vous voyez, c'est des contreforts qu'on retrouve sur le cadastre de 1836. On a sans doute ici justement donc le mur de clôture de la commanderie. On sait dans les textes des XVIIe, XVIIIe siècle, c'est un mur qui est très souvent rejointoyé, réparé, des fois démoli, reconstruit, mais voilà, il n'a probablement pas changé de position. Et vous le voyez, c'est une clôture justement, qui n'entoure pas les bâtiments, mais qui les rejoint tout simplement, ce mur donc rejoignant la chapelle et la tour ici qui servait de prison et qui a été détruite. Donc finalement, les bâtiments après eux-mêmes servent eux aussi de clôture. On en vient donc à la période cette fois hospitalière de la commanderie. Et finalement, après 10 ans de recherche, ce qui ressort, c'est vraiment l'impression d'une refonte en profondeur quand même de la commanderie au cours du XVe siècle, le XIVe siècle restant totalement dans l'ombre. Il n'y a pas de mobilier vraiment daté du XIVe siècle, pour ainsi dire. Et donc, au XVe siècle, la destruction de certains bâtiments templiers et la construction de nouveaux bâtiments. Pour ce qui est de la destruction des bâtiments, il faut dire un mot du devenir donc de la cuisine et sans doute du réfectoire retrouvé au sud de la chapelle. Cette cuisine a livré des indices de fonctionnement donc encore à minima jusqu'au début du XVe siècle, notamment par la présence d'une grande fosse semi-circulaire 184 que vous avez ici à l'image, une fosse organique, très charbonneuse et cendreuse. On la devine quand même assez bien, j'espère, là sur la photo. Et c'est une fosse qui a livré un abondant mobilier céramique, faunique, métallique, de très nombreuses tuiles évidemment, quelques restes de mortier culinaire en pierre, ces objets étant parfois amalgamés, c'est-à-dire un morceau de céramique collé avec un morceau de métal, lui-même collé à un morceau de faune. On a vraiment l'impression que tout cela est le résultat d'une exposition à un feu intense. Ce mobilier pourrait donc évoquer une destruction par le feu du bâtiment au début du XVe siècle. Alors, il subsiste quand même encore un doute sur la chronologie, puisque, je reviens tout de suite, vous avez ce muret 182 ici,
qui en fait vient, vous le voyez sur la coupe, vient s'implanter dans la fosse 184 qu'il recoupe, donc qui lui est nécessairement postérieure. On peut se demander s'il n'y a pas eu une tentative de réhabilitation de ce bâtiment, de cette cuisine, mais vraisemblablement quelque chose de, voilà, un petit muret, hein, c'est quelque chose de pas très stable. Vraisemblablement, ça n'a pas duré très longtemps, le bâtiment étant clairement détruit dans le courant du XVe siècle. En liaison avec la destruction de cette cuisine et sans doute de ce réfectoire, on a le comblement justement de la cave de l'aile sud. Je reviens juste, la cave de l'aile sud, donc nous avons le bâtiment, vous voyez ici la cuisine, donc, qui se situe ici, il faut imaginer sans doute une petite venelle ici, et vous le voyez, vous l'avez dans l'angle ici, on a l'aile sud qui commence tout de suite là. Donc la cave notamment se situe vraiment à quelques mètres seulement de la cuisine et du réfectoire. Cette cave a été comblée, donc je l'ai dit, par un mobilier extrêmement abondant, avec 2 phases céramiques non continues, identifiées, mais retrouvées au sein d'une même couche. 2 phases céramiques, une phase que l'on peut qualifier de templière, datée de l'extrême fin du XIIIe siècle, tout début du XIVe siècle. On est vraiment à la limite là avec l'arrestation des Templiers et donc la dévolution ensuite aux hospitaliers, avec un mobilier essentiellement du service des boissons, avec beaucoup de pichets, de tasses. Donc vous avez voilà, des pichets en céramique commune, des pichets décorés de flamules et évidemment beaucoup de pichets avec ce qu'on appelle de la glaçure. Un produit semi-luxueux, probablement d'importation, un pichet en majolique archaïque de la région de Pise. Pour ce qui est de l'époque templière, donc toujours dans cette cave, mais toujours dans la même couche, on a là finalement un mobilier qui est le même que celui de la fosse 184, donc dans la cuisine, du tout début du XVe siècle. Alors mobilier un peu plus varié, cette fois, on a toujours beaucoup d'éléments en liaison avec le service des liquides, donc pichets, tasses, etc. Mais on retrouve quand même quelques coquemards qui sont des éléments à cuire à 1 ou 2 anses. Et puis on retrouve des éléments là aussi assez luxueux, clairement liés à une cuisine aristocratique, que ce soit notamment des coupes à boire en grès du Beauvaisis ou, ce n'est pas illustré ici, des lèche-frites. Et on en vient donc à les constructions hospitalières. Merci. Donc on va passer dans le deuxième bloc, qui est donc l'extension, la première extension vers le nord du corps de logis. C'est une extension de 2 pièces, un rez-de-chaussée et puis un premier étage, et bien entendu au-dessus un grenier dans les combles. C'est une extension d'environ 9 mètres de longueur sur une largeur de 8 mètres 90. Donc on est dans le prolongement du corps de logis du XIIIe siècle, du début du XIIIe siècle. Cela a nécessité le réaménagement de la circulation interne. On a des portes qui sont percées pour accéder d'une pièce à l'autre. Donc du rez-de-chaussée du XIIIe siècle au premier étage du XVe siècle. Premier étage qui se trouve en décalage. Il a fallu que les hospitaliers composent avec la présence des caves. L'accès aux caves est maintenu. On a donc un étage qui est à cheval entre ceux du bâtiment du XIIIe siècle. Cet aménagement implique aussi une reprise des niveaux du premier bâtiment. Alors on ne s'explique pas la reprise de la charpente. Pour l'instant, on n'a rien qui nous permet de savoir si l'abaissement de la charpente à son niveau actuel est fonction de cette extension, ou si alors on a eu une partie du bâtiment d'origine qui a été ruinée et une reprise dans cette construction du milieu du XVe siècle. Vous avez donc ici les poutres de ce nouvel étage dans l'ancien bâtiment templier, avec la mise en place
de corbeaux soutenant ces poutres. Les datations dendrochronologiques qu'on a pu réaliser sur les différentes pièces soutenant les planchers, que ce soit dans le rez-de-chaussée de la nouvelle extension ou dans cette partie-là du bâtiment, nous donnent une construction qui a pu avoir lieu entre 1485 et 1486, 90, pardon, ce qui permet éventuellement de rattacher ces travaux à Renier Pau, qui était alors le commandeur d'Avaleur. On a donc des percements de fenêtres, on est ici dans cette partie-là, donc on est à l'étage, où on a maintenant une grande fenêtre à meneaux qui ouvre ici, avec quelques éléments qui nous indiquent, là vous avez un pied droit qui est conservé, donc on avait une fenêtre qui se trouvait dans l'angle du bâtiment, donc le pied droit est ici, pied droit et fenêtre qui ont été murés au moment de la réalisation d'une grande cheminée également détruite, qui intervient dans une phase de construction postérieure, et puis les accès ont également été modifiés. Donc vous avez le percement d'une nouvelle porte qui donne sur l'extérieur. Je ne sais pas si c'est lisible, mais vous pouvez noter la base de la porte qui se situe une trentaine de centimètres par rapport au sol actuel. En lien donc avec la construction de cette première extension au nord, vous l'avez ici sur le plan, vous le voyez, c'est la construction donc de cette fameuse aile nord, désormais détruite. Et donc on a eu la chance, notamment donc cette année, là en 2023, de retrouver des éléments, notamment, vous les voyez ici, des murs, notamment ce mur Goutreau ici, 199-217, quelques murs de refend, et ici un peu moins bien conservé, le mur 214, en accord avec donc les arrachements visibles sur le corps de logis. Donc c'est des murs, vous voyez, qui apparaissent beaucoup plus haut que les murs très larges que je vous ai présentés auparavant. On a sans doute la chance d'avoir retrouvé ici dans le mur 217, vous devinez, j'espère, à l'image, deux pierres très plates. Ici, on a probablement un seuil, et ici, deux pierres posées de champ. On peut se demander si nous n'avons pas retrouvé ici les traces très ténues d'une porte charretière, celle qui donne accès à la cour et qui est représentée sur le plan terrier de Jean Frénois, si vous l'avez encore en tête. Je crois qu'on vous l'a remis de toute façon encore un peu dans quelques diapos après. Donc voilà à quoi ressemblent les pièces que nous avons fouillées, avec, vous voyez, des niveaux de sol finalement assez frustres, hein. C'est vraiment des blocs calcaires noyés dans de l'argile. Alors la petite particularité des murs de cette aile nord, par exemple par rapport aux murs templiers, c'est qu'ils sont un tout petit peu moins larges. On est plutôt entre 0,65 et 0,75 mètres de large. On était plutôt à 0,85, 0,90 au moins pour les murs templiers. Donc c'est pas une différence énorme, mais voilà, ça joue un petit peu. Et puis surtout, ce qu'on remarque dans ces fondations hospitalières, c'est qu'on a, vous le devinez j'espère ici, on a quelques blocs de réemploi. Évidemment, les Templiers, il n'y avait aucun bloc de réemploi, ils se sont installés quasiment ex nihilo, à part peut-être le bâtiment fortifié antérieur. Et puis on a également quelques tuiles de réglage. Là aussi, c'est des éléments techniques que nous n'avions pas chez les Templiers. Pour ce qui est de ces deux pièces-là, finalement, l'essentiel du mobilier retrouvé cette année, en attente encore d'études détaillées, mais il date finalement de la dernière période d'utilisation, évidemment, de cette aile nord, c'est-à-dire la seconde moitié du XVIIIe siècle. En revanche, on a eu la chance d'avoir un deuxième sol en dessous, avec, vous voyez, une couche très charbonneuse. Donc on a pu envoyer un charbon en datation radiocarbone. On devrait avoir les datations avant la fin de l'année, en espérant qu'elle soit donc en adéquation avec une datation fin 15e, début 16e siècle. Merci. Autres travaux et modifications du corps de logis, beaucoup moins importantes en ce début de XVIe siècle. On a deux phases de travaux assez différentes. Une qu'on arrive plutôt à bien rattacher,
à une période chronologique, qui sont les travaux réalisés sous Jean de Choiseul, qui est donc commandeur entre 1510 et 1526. Une autre phase de travaux, qui est un peu plus flottante dans notre chronologie, et c'est par celle-là que je vais commencer. Donc on peut dépasser, enfin on est probablement avant les reprises de Jean de Choiseul, donc sur là encore une période chronologique assez serrée entre la fin du XVe siècle et donc le tout début du XVIe. Il s'agit notamment du percement d'une série de fenêtres à meneaux côté ouest. Donc vous en avez une qui est réalisée ici, par ici, à ce niveau-là. Et toutes ces baies ont la particularité de présenter au niveau de leur linteau un décor en double accolade. Cette petite forme que l'on retrouve au-dessus de toutes ces fenêtres. Alors la photo montre une des baies pour lesquelles les meneaux ne sont pas conservés, mais c'était celle qui était à peu près la plus droite. Ils ont été restitués dans le projet de l'architecte, donc vous pouvez voir à quoi cela ressemblait. Et puis, à côté de ces grandes baies, qui donnent d'ailleurs toutes côté ouest, donc on donne sur l'extérieur de la cour. Vincent parlait des bâtiments qui forment les limites. Là, on n'est pas dans la partie centrale et entre guillemets protégée. Et à l'intérieur, on a la construction de deux cheminées monumentales. Une dans l'extension de la fin du XVe siècle, qui est entièrement détruite, mais dont les traces sont encore visibles dans les maçonneries. Et puis, une autre au rez-de-chaussée, dans la partie templière de l'édifice, avec cette grande cheminée monumentale qui semble dater de la transition donc, du XVe et du XVIe siècle. C'est devant cette cheminée qu'est dressée la table dans l'accueil actuel. Les travaux de Jean de Choiseul, à qui on attribuait toutes les modifications postérieures aux Templiers jusqu'aux travaux de 2000. Finalement, Jean de Choiseul aura participé à la militarisation, à la fortification de la commanderie. Alors on utilise, on met des guillemets, parce que finalement cette militarisation du site est essentiellement symbolique. Vincent vous en parlait tout à l'heure. C'est donc la construction d'une porte fortifiée. Donc vous avez la tour aujourd'hui encore en élévation. La tour située plus à l'ouest et a été entièrement détruite. Enfin, il reste quelques maçonneries qui sont intégrées dans des constructions plus récentes du 18e, voire du 19e siècle. Ces deux tours étaient reliées entre elles par une galerie surmontant une porte. Galerie qui, par ailleurs, était une galerie en bois. Donc, c'est une fortification qui est quand même assez... Enfin, ça ne permettra pas... ça permet pas de résister à un assaut. Galerie dont subsistent deux corbeaux qui supportaient le plancher. Et puis, une porte. La photo est un peu sombre. Une porte qui est également visible à l'intérieur de la tour au premier étage. Les deux tours étaient percées au niveau de leur rez-de-chaussée au nord et au sud de canonnières. Vous les avez ici, elles sont également visibles. Ça indique aussi, peut-être, cette fortification, des modifications dans l'accès de la commanderie ou alors un accès plus au nord pour la partie plutôt économique, et puis ici un accès un peu plus monumental pour accueillir les Templiers d'autres commanderies ou des visiteurs plus prestigieux.
Alors, si on sait que les travaux sont ceux de Jean de Choiseul, ça n'est pas grâce au texte. Pour l'instant, on n'a pas de données nous l'indiquant. Par contre, il a eu le bon goût de faire apposer sur les linteaux des deux portes permettant de communiquer entre le corps de logis et la tour, de faire apposer ces armoiries qui, alors je les ai notées, voilà. Donc c'est les armoiries de la famille de Choiseul. Elles sont d'azur, donc un fond bleu, une croix qui est dorée, et puis il y a 18 billettes. Donc ce sont des je vais pas retrouver le terme. Des formes en demi-cercle saillantes qui se répartissent dans les deux moitiés, enfin dans la partie supérieure. Vous en avez 5 dans les deux cases supérieures de la croix, et puis elles ne sont plus que 4 en bas. Les analyses dendrochronologiques qui ont été réalisées sur la charpente de la tour et une des fenêtres, sur un linteau de bois, situe la construction après 1487. Donc on a une précision qui n'est pas suffisante, mais la présence de ces armoiries nous permettent de dater la construction de cette tour. La dernière extension se fait donc dans la seconde, au milieu du XVIe siècle, datation obtenue là encore par dendrochronologie sur les poutres du plancher de cette partie. On retrouve là encore des décors qu'on retrouvait aux périodes précédentes, avec une petite fenêtre décorée d'une accolade qui se trouve à l'étage, et puis une grande fenêtre à meneaux qui donne du jour au rez-de-chaussée de cette extension. Les poutres, après que les lambris aient été retirés, ont révélé un décor très soigné, avec des motifs qui aujourd'hui nous apparaissent comme étant en noir, mais qui à l'origine étaient probablement rouges, des motifs fleuraux, qui rappellent un programme décoratif que l'on retrouve dans le pavillon nord d'Écouen, dans le Val-de-Marne, décors qui sont datés d'entre 1543 et 1555. Donc on a une chronologie qui est assez similaire. Voilà pour les travaux de construction. Ensuite, on a des périodes de destruction, et notamment celle de l'aile nord, qui n'est pas clairement datée. Elle a probablement lieu après la période révolutionnaire. Et donc, quand on a fait l'étude avec Vincent, on avait l'emplacement dans les maçonneries conservées de l'arrachement, c'est-à-dire qu'on avait des blocs qui n'étaient pas parmentés et qui indiquaient la présence de maçonnerie. La démolition de cette aile a entraîné une reprise du bâtiment avec l'édification d'un mur percé de fenêtres. C'est l'état que l'on a actuellement. Les périodes les plus récentes ont également entraîné des reprises à l'intérieur, des cloisonnements, mais qui sont plutôt anecdotiques. Et c'est aussi à ce moment-là qu'est percée une troisième cave dans le prolongement des deux caves templières, cave qui est aménagée sous une extension d'ailleurs de l'aile sud. Pour réaliser cette cave, les maçons ne se sont pas tellement préoccupés de l'existant. Ils ont creusé dans les maçonneries templières et dans les sables constituant le substrat
du plateau. Donc c'est creusé en sape. On a un bâtiment au-dessus, donc la cave est creusée en sape. C'est une cave avec un couloir central, long de 7 mètres et large de 2 mètres, qui dessert de part et d'autre trois cellules. Alors cette structure a été qualifiée au XIXe siècle de lieu où les Templiers battaient monnaie. L'hypothèse d'un souterrain refuge a également été envisagée. Les découvertes et les études de souterrains refuge montrent qu'on est sur des plans totalement différents. Pour exemple, le souterrain refuge de Sublaine en Indre-et-Loire, qui a été fouillé par l'INRAP, qui date du XIe siècle. Donc vous voyez qu'on a une organisation beaucoup plus complexe, avec un couloir qui dessert des pièces, des angles dans lesquels sont aménagées des portes, qui par ailleurs permettent de ralentir l'éventuelle arrivée d'assaillants. Les souterrains refuges, la fonction est dans le nom, c'est un endroit où se réfugier en cas d'attaque. Plutôt d'ailleurs pour les élites. Là on est dans un contexte rural. Donc ces coudes, des portes, une vingtaine de niches destinées aux lampes à huile pour s'éclairer. Donc là il y a une photographie de ce couloir qui a été réalisé par les collègues. Le souterrain était alimenté par un puits. De nombreuses niches, des espaces pour du stockage sont des souterrains qui sont conçus pour permettre d'y séjourner plusieurs jours. À Sublaine, les collègues pensent qu'une petite unité familiale de 5 à 6 personnes pouvait s'y réfugier. L'escalier, qui est ici sur le plan, était probablement quant à lui situé sous un bâtiment et sous un plancher qui dissimulait cette entrée. Vraisemblablement, pour la cave numéro 15, là, il faut rester pragmatique, et c'est vraisemblablement une cave pour le stockage du vin, qui a été creusée au XIXe siècle. On a plusieurs exemples de ces caves. Donc là, c'est un exemple assez proche à Ruvigny, avec moins de cellules latérales, mais on a un escalier qui mène à un couloir central. Les 2 cellules latérales, on est dans un contexte ici rural des 15e, 16e siècles. Un exemple de plan d'une cave de Château-Thierry, avec un grand escalier, mais là, et là encore un couloir central et des cellules latérales pour conserver notamment les tonneaux de vin. Quant à la datation, on se trouve probablement dans la première moitié du XIXe siècle. Les comptes rendus réalisés par les hospitaliers, qui sont excessivement précis, ne font à aucun moment mention de cette 3e cave. Le dernier conservé date de 1787. Donc on peut considérer qu'avant 1787, cette cave n'existe pas. Et la première mention apparaît en 1850 dans une publication dont je n'ai pas noté le titre, que je ne pourrais pas vous donner aujourd'hui. Voilà pour ces dernières évolutions du corps de logis. Pour finir cette conférence, quelques mots sur le matériel, le mobilier archéologique découvert, notamment dans la fouille programmée. Alors, je vous ai déjà présenté un petit peu la céramique. Je vais plutôt revenir sur le mobilier métallique, notamment celui découvert essentiellement dans la cuisine, donc cette fameuse fosse 184 dont je vous ai déjà parlé, qui a livré un corpus relativement abondant, avec à la fois des objets en fer et en alliage cuivreux. Pour ce qui est de l'alliage cuivreux, on a quand même beaucoup d'éléments du costume médiéval,
avec, vous le voyez, des agrafes de demi-seins, des chape-boucles, plusieurs appliques qui étaient sans doute sur des éléments en cuir comme des ceintures. Alors on a par exemple ici une applique en forme d'étoile, et ici, il faut me croire sur parole, une applique en forme de château. Elle n'est pas encore restaurée, mais on a ici l'image de 3 tours crénelées. On est dans un site religieux, donc quelques éléments aussi liés à la religion, avec notamment ce crucifix, ou ici une Vierge à l'enfant en ce qu'on appelle en métal blanc, c'est-à-dire un alliage de plomb. Quelques très rares monnaies, je vous en ai mis une ici, une monnaie frappée à Namur au début du XVe siècle, probablement sous le marquis Jean III. Autre découverte sympathique, toujours essentiellement dans cette fosse 184, ainsi que dans le cellier qui se trouve à proximité, des mortiers culinaires en pierre. Ce sont des objets qui nous en apprennent beaucoup, puisque généralement ces objets très volumineux qui servent donc à moudre des aliments, généralement pour la préparation de sauces. C'est des éléments qui peuvent faire 25-30 kilos, donc on ne déplace pas régulièrement. Et vu le nombre de fragments qu'on a trouvés à la fois dans la fosse 184 et dans le petit cellier à côté, on a probablement 3 ou 4 mortiers complets, plusieurs éléments recollants entre eux. Donc on va pouvoir vraiment aboutir là à un petit peu une petite typologie, d'autant que des mortiers, il y a très peu de mortiers connus, finalement déjà très peu en milieu rural et très peu dans le sud de l'Aube. Alors ça, c'est une image zoomée que je vous ai mis ici à droite. Vous l'avez en entier dans les vitrines du corps de logis. Je vous invite à aller le voir après. Et si vous devinez bien où se situe cet individu qui justement est en train de moudre dans un mortier, on devine une crémaillère ici. Il est juste devant la cheminée. C'est évidemment des mortiers qu'on retrouve quasiment exclusivement dans les cuisines. Et ça participe évidemment à l'identification de la pièce que nous avons fouillée. Quelques restes de faune, évidemment, aussi, là, pour cette fois plutôt aller dans la diète monastique des hospitaliers, donc toujours plutôt début du XVe siècle, avec là un corpus des restes fauniques assez étonnant, puisque nous avons 14,3% de restes qui sont des animaux sauvages, donc des produits de la chasse, essentiellement du cerf, 12% rien que de cerf. Vous avez quelques sangliers ici aussi. Et je vous ai mis, alors évidemment, des éléments non consommés, mais sans doute des bois de massacre, avec, vous voyez, des traces de découpe. C'est généralement, les bois de cerf servent généralement pour la fabrication de tabletteries. Peut-être un peu plus anecdotique, mais très sympa pour nous, puisque là aussi, dans toute cette diète monastique, la consommation de poissons est très importante. Nous avons ici la chance d'avoir retrouvé une mâchoire de brochet. Ce sont des éléments beaucoup plus petits et donc qui se conservent beaucoup moins bien. Donc c'est une chance d'avoir trouvé ça cette année. Plus anecdotique, là, c'est une mâchoire de chat. Pour finir, quelles sont les perspectives de recherche sur Avaleur? Le site n'a évidemment pas livré encore tous ses secrets. On l'a déjà évoqué, il y a évidemment l'étude de la chapelle qui reste encore à faire, qui va débuter la semaine prochaine, au moins pour les extérieurs. L'étude de l'aile sud, donc, également. Probablement dans le cadre de la restauration, mais peut-être cette fois dans un cadre d'archéologie préventive, sans doute des sondages à l'intérieur de cette chapelle. On pourrait y retrouver évidemment des tombes templières ou hospitalières. J'ai aussi bon espoir, peut-être, notamment à l'ouest de la chapelle, de retrouver peut-être des maçonneries encore très larges en lien avec les bâtiments fortifiés, puisqu'on a ce fameux mur 175 et qui avait été retrouvé en 98, qui pourrait matérialiser un bâtiment se prolongeant finalement dans la chapelle actuelle. Et puis évidemment, probablement dès 2025 ou 2026, peut-être relancer une fouille programmée triennale, 2024 étant consacré à la publication des premiers résultats, et pourquoi pas aller voir cette fois un peu au-delà. On a maintenant bien compris quand même le cœur de la commanderie avec ses bâtiments, pourquoi pas aller un peu au-delà dans la basse-cour et notamment essayer d'aller retrouver la grange monumentale que l'on connaît sur le plan de Jean Frénois. Merci beaucoup.
Histoire et archéologie sont clairement deux disciplines complémentaires mais différentes. On connaît très peu de commanderies fouillées. Donc le matériel, le mobilier archéologique templier par exemple est vraiment très mal connu. Donc finalement là on a des petites fenêtres d'observation. Il faudrait multiplier ça pour aller vraiment au-delà. Voilà. Après, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, les bâtiments, les commanderies templières, quand il y a suffisamment d'argent, comme par exemple ici, on peut imaginer effectivement des constructions d'un seul tenant, construites en une seule fois. Donc on a vraiment là on approche quand même au niveau précision des choses que l'on n'a pas forcément sur d'autres commanderies. Et puis la refonte des bâtiments sous les hospitaliers, sans doute au cours du XVe siècle, là aussi c'est des choses que l'on peut des fois connaître par les bâtiments conservés. Là, entre les bâtiments conservés, les fouilles, on peut aller là aussi plus loin dans le détail. Et donc ça nous permet effectivement, par exemple de comprendre très bien que la fortification de la commanderie ici, elle est symbolique et elle est très tardive. C'est début du XVIe siècle. Avant, rien de fortifié. C'est quelque chose que l'on va retrouver quand même régulièrement pour les commanderies dans le nord de la France. Intérieur. Pour la chapelle, c'est les dimensions intérieures. Moi, pour les autres bâtiments, je vais lui donner des dimensions extérieures et intérieures. Je vais lui donner les deux en fonction des données. Alors non, pas encore. Alors le but, c'est que tout ce mobilier archéologique soit à terme, d'ici quelques années, présenté à valeur même sur le site. Évidemment, avec là aussi une restitution, on réfléchit avec le conseil départemental comment mettre en valeur notamment tout ce qui a été fouillé, donc tout ce qui n'est plus visible, ce qui a été remblayé. Alors on l'a remblayé évidemment proprement, on a mis du géotextile, des bâches, pour que d'autres archéologues, peut-être dans 30 ans, 50 ans, 200 ans, reviennent finalement compléter nos données. Donc ça, c'est des choses, il faut qu'on réfléchisse à comment les mettre en valeur, comment les matérialiser au sol. Évidemment, on peut réfléchir à beaucoup de choses maintenant avec des QR codes, des tablettes pour des restitutions 3D et puis évidemment tout simplement des présentations sous forme de publications, que ce soit des publications scientifiques comme celles qu'on va faire l'année prochaine ou des publications peut-être plus grand public aussi. Absolument aucune. Alors, on a probablement quelques commandeurs à l'intérieur de la chapelle. Les sondages de Vincent, ceux de Geert de 1998, ont révélé effectivement la présence d'un cimetière, mais avec des enfants, des hommes, des femmes, donc a priori population paroissiale. Pour l'instant, sur le site même d'Avaleur, on n'a aucune information sur le cimetière des Templiers qui n'est peut-être pas si conséquent. C'est une information qui nous manque, c'est que pour l'instant, on ne sait pas combien de Templiers résidaient dans la commanderie. On ne sait pas non plus d'ailleurs s'ils y résidaient en permanence. Les hospitaliers affermaient le domaine, c'est-à-dire que le commandeur hospitalier pouvait gérer plusieurs commanderies qui étaient affermées, donc c'était un laïc qui assurait l'exploitation du domaine agricole dépendant de la commanderie. Donc c'est effectivement une information qui nous manque et peut-être qu'elle n'est pas si étendue que ça, et c'est toujours un des biais de l'archéologie, c'est que si on n'ouvre pas au bon endroit,
on passe à côté. Alors pour l'instant, ça a été plutôt bien ouvert, mais il y a peut-être une zone qui n'a pas encore été ouverte, dans laquelle se trouve le cimetière des Templiers. Oui, peut-être juste pour compléter, il y a effectivement des choses qui nous échappent encore. On sait qu'il y a des commanderies dans le sud de la France, mais également dans le nord. On peut penser justement à Pin, par exemple, où il y a des très grands cimetières qui ont été reconnus, probablement 100, 150, 200 individus estimés. Et on sait, on a des textes dès le XIIIe siècle, XIIe siècle, où des laïcs demandent à se faire enterrer dans le cimetière de la commanderie. Donc là, à Pin, par exemple, le cimetière de la commanderie, Templier, le cimetière vraiment se trouve contre la chapelle. Ici, il est vraiment très tardif. On connaît des commanderies, je pense à Épailly par exemple en Côte d'Or, où il n'y a dans la chapelle que des commandeurs. C'est probablement le cas ici. Il faut imaginer qu'il y a peut-être 2-3 Templiers au maximum. Seuls les commandeurs se font enterrer dans la chapelle. Je l'ai dit en introduction, on a sans doute une église paroissiale dans le hameau d'Avaleur. Où est-ce qu'elle est, jusqu'à quand elle subsiste? On peut supposer que comme la chapelle ici devient lieu paroissial au XVIe siècle, on construit aussi un clocher, un petit clocheton. Ça va avec la transformation de cette chapelle hospitalière en église paroissiale. On peut supposer que l'église paroissiale dans le hameau d'Avaleur a subsisté au moins jusqu'au début du XVIe siècle. On peut supposer, dans le même ordre d'idée, que les sergents, les donats, tout le peuple, ce petit peuple templier, comme dirait Alain de Murger, finalement, jusqu'au XVIe siècle, il se faisait aussi enterrer dans le cimetière paroissial d'Avaleur, mais pas de la commanderie. On a les comptes rendus de visite, donc les hospitaliers, quand régulièrement, viennent visiter la commanderie, justement parce qu'elle est affermée, et que donc ils vérifient que le fermier qui s'occupe de la commanderie et du domaine entretient bien les bâtiments. Éventuellement, ils font des travaux. Donc on a quelques descriptions de cette grosse tour qui sont assez limitées. On sait que au rez-de-chaussée se trouve la prison, qu'au-dessus se trouve la chambre du gardien en charge de la prison, et c'est à peu près tout. Vincent me contredira sûrement ou pas. Les prospections géophysiques n'ont rien donné. Donc pour l'instant, la tour, on l'a sur le plan. Terrier de 1695, elle apparaît dans les textes. Archéologiquement, on n'a pas de données, et la fonction de prison est finalement assez tardive. Mais les Templiers et les Hospitaliers sont des seigneurs. Ils ont le droit de justice. Et donc c'est logique qu'ils aient une prison, et peut-être que la fonction primaire de cette tour, c'était de servir de prison, avec un bâtiment en élévation visible de loin, qui permettait aussi d'affirmer justement ce pouvoir judiciaire. Mais voilà, on n'a pas plus que ça comme information. Alors, c'est sans doute une piste intéressante. Clairement, il y a des ravages au moment de la guerre de 100 ans, la peste, etc. Alors, la peste, c'est quand même des choses qu'on a du mal à voir, nous, archéologues. On a quand même l'impression que la vie reprend très vite. C'est pas des choses que... On n'arrive pas non plus à avoir la précision chronologique pour descendre à 10 ou 15 ans près. Souvent, même pour ces périodes-là, on descend au demi-siècle. Donc, quand on est sur des fouilles urbaines ou autres, finalement, vraiment, la peste, c'est quelque chose qui passe inaperçu, pour ainsi dire.
Alors, en revanche, à Avaleur, ce qu'on sait pour le XIVe siècle, ce qui pourrait expliquer la ruine des bâtiments, ou en tout cas un manque d'entretien qui va entraîner leur ruine sans doute au cours du XVe siècle, c'est qu'on sait, on se l'explique mal, donc arrestation des Templiers en 1307, les hospitaliers récupèrent normalement les domaines Templiers en 1312. En fait, la commanderie d'Avaleur a été entre des mains laïques jusqu'en 1351, donc jusqu'au milieu du XIVe siècle. Quelles mains laïques? Pourquoi? Est-ce que les officiers royaux se les ont conservés? On sait, pour par exemple la maison secondaire d'Arel, qui dépendait d'Avaleur, on sait qu'elle est donnée justement en fermage finalement à un marchand italien auquel les hospitaliers doivent beaucoup d'argent. Et pour le rembourser, il donne finalement des biens templiers sur lesquels il se paye sur la bête. Donc est-ce que c'est la même chose à Avaleur? Est-ce qu'en 1351, les mains laïques, ce sont justement ce fameux marchand italien qui a conservé la commanderie jusqu'en 1351? C'est en tout cas une hypothèse plausible qu'il faut encore qu'on creuse, mais voilà, c'est fait pour effectivement expliquer sans doute un défaut d'entretien des bâtiments, plus probablement d'ailleurs que vraiment des épisodes guerriers auxquels là on ne connaît rien en détail sur la commanderie même. À la période hospitalière, oui, beaucoup. C'est plutôt le mobilier templier, justement, qui nous manque. Finalement, dans les bâtiments templiers, donc voilà, la chapelle, le corps de logis, ça, on comprend quand même très bien comment ça marche. Donc vraiment, sans doute tout début, ou en tout cas, voilà, première moitié du XIIIe siècle. En revanche, le mobilier du XIIIe siècle, il y en a très peu. Alors, le mobilier du XIIe siècle, on n'en parle même pas. Je crois que c'est 7 tessons. Est toujours retrouvé dans du mobilier plus tardif, donc ce qu'on appelle le mobilier résiduel, retrouvé avec des tessons du XVe siècle, et c'est finalement pareil pour les tessons du XIIIe siècle. On en a très peu, alors un peu plus que 7, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est quelques dizaines seulement, et jamais finalement tout seul, jamais dans une couche où il serait homogène, où on pourrait dire cette couche est datée du XIIIe siècle. C'est toujours lié à des éléments plus récents, hospitaliers, généralement fin XIVe, début XVe siècle. Et on a des gros hiatus, hein. Le XIVe siècle n'apparaît pas, le XVIe siècle n'apparaît pas. Après, on retrouve du mobilier lié plutôt à le fermage de la commanderie. Donc, quand c'est une énorme exploitation agricole, ce qu'elle a toujours été, certes. Et là, on retrouve du mobilier plutôt fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Voilà, donc on manque de mobilier, donc on peut pas en parler. Question, c'est bon ? Alors, il faut probablement imaginer que une majorité des murs à l'intérieur du corps de logis pour la période hospitalière, templière, mais également hospitalière, étaient décorés, étaient peints. Là, on a une vision qui est un peu limitée, puisqu'on a juste cet enduit-là qui est conservé. Il est d'ailleurs vraisemblablement conservé parce que assez rapidement, entre guillemets, cet espace est un grenier. Et donc il n'y a pas eu de nouveaux enduits appliqués, il n'y a pas eu de papier peint, il n'y a pas eu de plâtre, il n'y a pas eu de piquetage, puisqu'en fait pour réaliser un décor peint sur un mur, il faut accrocher un premier mortier qui va servir de support, qui est plus grossier, et donc sur une maçonnerie
enfin sur un mur qui est déjà décoré, on picte avec un pic et on applique, et donc ce travail de préparatoire va dégrader les enduits et finalement on n'a que cet espace-là qui est décoré pour ces périodes-là. On ne l'a pas abordé, c'est vrai, sur les encadrements de fenêtres plus récentes, notamment de la fin du XVe siècle, du début du XVIe siècle. On retrouve des décors de faux appareils. On a deux états qui apparaissent, dont un avec des joints blancs avec les pierres qui sont en rosé. Il reste très ténu. Je crains d'ailleurs que malheureusement il n'ait pas survécu à la restauration parce que justement ils étaient très mal conservés. Donc voilà, probablement il faut imaginer que toutes les pièces étaient décorées, pas forcément avec ce décor-là, mais avec un décor. Ensuite, sur la fonction des pièces, pour les Templiers, on est un peu embêté. Une des hypothèses, c'est que cet espace-là décoré avec le décor de fleurette puisse être la chambre du commandeur. On se rend compte dans d'autres commanderies que et d'ailleurs avec d'autres ordres religieux, que les étages sont essentiellement consacrés et destinés au réfectoire, au dortoir des frères, et que ce soit dans les commanderies et également dans les abbayes. L'abbé, le commandeur, avait une chambre individuelle. L'espace qui se trouve en dessous, donc là on est sur l'extrémité sud du bâtiment, donc on est à l'étage pour ce décor de fleurettes. Le haut au rez-de-chaussée, sous les Templiers, cet espace est appelé la chambre du commandeur. Donc on a peut-être juste un glissement vertical de cet espace. Mais là encore, il nous manque des textes, et puis il y a encore des analogies à faire avec d'autres commanderies qui pourraient être mieux pourvues en texte historique.